Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Notre point d'actu se fera en compagnie de Sacha Pouget et l'interview sera consacrée à Cédric Moreau, partenaire chez Sofinnova Partners, le Journal des Biotech. C'est parti. Et je reçois dans notre point d'actu Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisor et fondateur de Biotech Bourse. Bonjour Sacha. Bonjour Laurent. On l'avait dit en début d'année, vous allez revenir toute l'année en fil rouge pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans le secteur des biotech avec des indicateurs récurrents et surtout, on commence par ce qui va intéresser les gens qui nous regardent, les performances 2021 des biotech à travers le monde, performances boursières bien sûr. Alors les performances sont très honorables cette année, après une année quand même 2020 qui avait été très positive puisqu'on avait pris en moyenne 65% dans le monde. Alors cette année, on prend déjà 13% sur les 1113 biotech que nous suivons, donc en Asie, en Europe et aux États-Unis. Et 13%, l'Europe se situe dans la moyenne finalement, puisqu'on est à 12%. Alors les États-Unis continuent à carburer, ils progressent cette année de 22% en moyenne. Et l'Asie, par contre, est un peu en retrait. Ils baissent de 4% depuis le début de l'année, après une très bonne année de 2020, où ils avaient progressé quand même de plus de 50%. Alors en Europe, on a des contrastes aussi également. On a par exemple l'Espagne qui fait une très belle année, avec une progression de 31% en moyenne. Ensuite, on a la Belgique qui est aux alentours de 10-11%, ce qui est semblable à la France finalement, puisqu'on est à 12% en moyenne depuis le début de l'année sur nos biotech françaises. Bon, si on fait un petit focus justement sur cet aspect français, qu'est-ce qu'on peut retenir depuis le début de l'année? Alors beaucoup d'actualités déjà. Ouais. On a eu des IPO également, deux qui ont très bien marché. Ferresides et Medesys. Medesys qui a été sursouscrit 7,5 fois et Ferresides qui a été sursouscrit par les investisseurs 4 fois. Donc c'est déjà un bon signal, un bon marqueur de l'intérêt des investisseurs pour le secteur. Donc deux IPO, on a eu une performance moyenne, donc je le disais, de 12%. Et surtout, on a des volumes, une volumétrie qui continue cette année à bien se porter puisqu'on est aux alentours, en moyenne, par séance, d'une volumétrie de 100 millions d'euros échangés sur les 30 biotech françaises. Donc c'est plutôt une bonne dynamique, même si on voit au cours du mois de février une petite baisse par rapport au début d'année. Mais ça n'empêche qu'on est quand même sur une bonne dynamique aussi au niveau de la volumétrie et c'est plutôt favorable pour le secteur. Bon, des volumes, des intros, on espère que ça va continuer, mais on sait que l'actualité des biotech, ce sont aussi les financements sans lesquels rien n'est possible. Où est-ce qu'on en est sur ce front des financements pour les biotech? Alors, on est sur une bonne année puisque finalement, lorsqu'on regarde sur l'historique des financements des biotech françaises, eh bien, c'est la deuxième meilleure année historique, derrière 2020 pour le coup, puisque ça avait été une très belle année en 2020. On avait levé 1,3 milliard d'euros sur les biotech françaises. L'année, puis finalement, donc alors là, pour le coup, ça a été exceptionnel. On finit à 1,3 milliard d'euros, ce qui est du jamais vu, au-dessus du milliard. Et pour ce début d'année, donc en France, on est sur une quinzaine d'opérations de refinancement et 138 millions d'euros qui ont été levés par nos biotech, notamment avec deux IPO, on en parlait, Ferresides et Medesys. Et donc, on est quand même sur une bonne dynamique. 15 opérations, c'est du jamais vu en historique, donc en l'espace de 2 mois et demi. C'est quand même significatif et bien au-delà de ce qu'on avait pu voir les années précédentes. Donc, espérons que ça puisse se maintenir, voire continuer ou alors progresser. C'est déjà une bonne entame pour les financements des biotech françaises cette année. Bonne entame, une année 2021 qui commence sur les chapeaux de roue quand je vous écoute Sacha. On peut parler aussi des opérations de fusion-acquisition qui animent le secteur. Quel bilan là, enfin quel premier bilan on peut faire? Alors pareil, c'est une bonne entame finalement cette année. Alors l'an passé en France, on avait connu un rachat, c'était Genkyotex qui s'est fait racheter. Alors il faut savoir que chaque année, il y a entre 25 et 30 sociétés qui se font racheter aux États-Unis et en Europe sur les sociétés cotées en biotech. Là, on est pour un début d'année, somme toute, dans la normale, puisqu'on est à 4 rachats pour une valeur totale de 12 milliards d'euros. Alors, ce sont principalement des sociétés de biotechnologie qui sont américaines. Quelques exemples peut-être pour les gens qui regardent? Alors, il y a eu, par exemple, Five Prime. Alors, ce sont souvent des petites sociétés. On ne les connaît pas forcément, les gens qui nous regardent ne les connaissent pas forcément. Voilà, exactement. C'est vraiment peut-être des sociétés plus méconnues. En tout cas, on n'en a pas eu en Europe encore. Donc, bon, c'est encore que le début de l'année. En tout cas, année après année, on constate un volume de transactions de l'ordre de 100 milliards de dollars. Sur une année complète. Donc là, on est véritablement, on va dire, un petit peu dans la moyenne sur cette entame de début d'année. Bon, on avait envie de faire un point aussi, Sacha, sur ces
licornes, les licornes du secteur des biotech, sociétés qui valent qui capitalisent plus d'1 milliard de dollars alors qu'elles sont encore non cotées. Quel bilan on peut faire? Et puis vous me voyez venir, j'imagine que vous allez me dire qu'aux États-Unis ça se porte très bien. Moi j'ai envie de savoir comment ça se porte chez nous, en Europe, en France. Est-ce qu'on a des licornes européennes, françaises dont on peut se réjouir? Alors, aux États-Unis, on en trouve de très nombreuses. Je vais commencer par l'exemple américain qui démontre la capacité et l'impact qu'il peut y avoir en termes de financement aussi derrière, j'y viendrai. Aux États-Unis, maintenant, on a plus de 180 licornes qui sont cotées en biotech aux États-Unis. Donc c'est quelque chose du jamais vu. On était sur la période 2015-2018 sur une moyenne environ de 50 biotech licornes aux États-Unis. Maintenant, on est à 180. C'est plus de 1 milliard de dollars de capi, c'est ça? Plus d'1 milliard de dollars de capi, vous avez raison. Et l'Asie est en montée aussi de ce point de vue-là, puisqu'il représente 30% de l'ensemble des licornes qui sont cotées en biotech, contre 60% aux États-Unis. Et j'en viens à votre question. L'Europe est malheureusement en retard de ce point de vue-là, puisqu'on ne concentre que 10% de l'ensemble des licornes qui sont des biotech. Donc c'est vraiment très peu et ce chiffre bouge très peu année après année. On va le voir sur le graphique qui s'affiche à l'écran. Les autres courbes bondissent fortement et puis malheureusement l'Europe la courbe européenne est un peu étale. Alors l'Europe est la belle endormie de cette histoire, puisqu'on est aux alentours de 10%, alors 11% pour être précis, des biotech cotées en Europe, de l'ensemble des biotech cotées en Europe, qui sont des licornes, contre 30% en Asie et 34% aux États-Unis. Alors, pourquoi c'est un enjeu phénoménal? On pourrait se dire, bon, tant pis, c'est pas si grave. Eh bien, en fait, c'est très important. Et pourquoi? C'est parce que lorsque vous valez 1 milliard de dollars, vous êtes en capacité de pouvoir lever 100, 150 millions de dollars, 200 millions de dollars. Puisque vous pouvez diluer votre capital de l'ordre de 10 à 20%. La moyenne est aux alentours de 15%. Mais tout ça pour dire que lorsque vous valez plus d'1 milliard de dollars, vous êtes en pleine capacité de lever beaucoup de fonds. Et donc, si vous êtes une biotech européenne qui vaut moins d'1 milliard de dollars, eh bien, vous allez lever beaucoup moins que ce que peut faire une biotech américaine. Et donc là, c'est vraiment un enjeu de compétitivité. Il faut absolument qu'on puisse un jour rivaliser avec, parce que comme vous le savez, les investissements dans les biotechnologies sont longs et sont coûteux. C'est sur des cycles longs, donc il faut bien trouver l'argent pour financer les programmes de développement. Et malheureusement, en Europe, on a bien du mal, puisqu'on n'a qu'une trentaine de licornes biotech qui sont cotées, ce qui est très peu. Et en France, on en a, au moment où je vous parle, une seule, et c'est Valneva. Et c'est récent en plus, c'est lié notamment au mouvement de réévaluation qui a eu lieu avec le vaccin contre la Covid-19. Lié au Covid, exactement. Bon, c'est un constat qu'on fait depuis quasiment le début du journal des biotech. On espère qu'un jour, ça va pouvoir quand même changer ce manque, ce problème de financement. Sacha, qu'est-ce qu'il faudrait faire peut-être, je ne sais pas, rapidement pour remédier à ça? Oui, il peut y avoir ça ne peut, à mon avis, passer que par des décisions politiques, le fléchage des investisseurs, de l'épargne, l'épargne des Français qui peut être fléchée vers l'innovation, vers au-delà des sociétés de biotechnologie, du reste des sociétés de techno en général, etc. Mais un plan véritablement qui puisse, on va dire, driver de l'investissement de la part des Français pour ces secteurs qui sont prometteur, tout simplement. Et on a déjà du retard, il ne faut pas continuer peut-être à en accumuler. Il faut agir. Il faut agir. On va terminer par ce point d'actu peut-être sur micro, sur les différentes sociétés. J'avais envie que vous nous parliez d'Abivax peut-être. On est en train de tourner là, on est mardi 9 mars. Hier, il y a eu l'annonce d'un échec d'un programme clinique d'Abivax avec une sanction du marché. On parle aussi d'Innate en ce moment. Quel point on peut faire notamment sur ces deux valeurs et puis peut-être d'autres? Alors effectivement, Abivax a échoué sur un programme dans le Covid, dans le traitement du Covid. Le titre a dévissé d'environ 20% suite à cette annonce. Alors, il y a beaucoup de sociétés qui se sont lancées dans le Covid. Un mouvement peut-être un petit peu opportuniste, on pourrait dire, Sacha. Peut-être. Sans que ce soit connoté péjorativement. Non. En tout cas, beaucoup de sociétés y sont allées. Alors, il y a encore de la place puisqu'on n'a pas encore de traitement véritablement efficace et notamment sur une large population. Donc, il peut y avoir, on va dire, des solutions thérapeutiques qui peuvent être apportées par des biotech. Bon, ce ne sera pas le cas d'Abivax. Après, en France, on a quand même aussi Innate Pharma qui est sur un traitement, le développement d'un traitement du Covid. On a aussi AB Science et on a également une société comme Biofitis. Donc là, ça va être vraiment l'heure de vérité. En 2020, on avait eu
de grandes espérances qui ont fait monter les cours avec de grandes attentes de la part des investisseurs sur les traitements en développement. Là, c'est l'heure de vérité en 2021. Est-ce que ça va passer? Est-ce qu'on aura des échecs? Bon, c'est bien difficile à dire au moment où j'en parle, mais en tout cas, on aura un news flow sur ces traitements du Covid tout au long de l'année 2021 et ça sera véritablement bien, le grand marqueur de l'année, ça passe ou ça casse. Et on rappelle que les traitements, il n'y a pas que le vaccin dans la vie. Effectivement, on a toujours besoin de traitements et que ces sociétés-là peuvent apporter pour le moment une réponse thérapeutique qui n'existe pas ou peu, on va dire. Tout à fait. Donc ce sera intéressant de voir cette évolution sur les semaines et les mois qui viennent. Eh bien voilà, en tout cas, pas mal de choses à venir. Vous reviendrez en parler avec nous, justement, Sacha, dans les mois qui viennent. Avec plaisir. Merci beaucoup pour ce point d'actu. Au revoir. Voilà, tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'entretien Cédric Moreau, partenaire chez Sofinnova Partners. Bonjour Cédric. Bonjour Laurent. Alors, je le rappelle, Sofinnova Partners, c'est un des leaders européens du capital risque dans les sciences de la vie. Vous accompagnez les sociétés à leurs différents stades de développement. Et l'actu presque incontournable, je vais dire, c'est ce closing du fonds Sofinnova Crossover, closing à 445 millions d'euros. On n'arrête pas de dire que c'est compliqué de trouver des capitaux en France sur les biotech ou en tout cas les sciences de la vie. Eh bien, c'est pas forcément vrai. J'ai envie de commencer très simplement par vous demander finalement quelle est la philosophie de ce fonds Crossover. Qu'est-ce que vous allez chercher là? Et puis de revenir sur ce chiffre quand même assez impressionnant qui montre l'appétence des investisseurs pour ce type de placement. Alors, vous avez tout à fait raison. Derrière ce vocable crossover, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est important d'évoquer quelle est notre vraie stratégie. Il y a trois éléments principaux, trois principes. Le premier, c'est le stade de développement des sociétés dans lesquelles on investit. Donc, on investit dans des sociétés à un stade clinique de développement. En général, c'est la phase 1-2. C'est cette fameuse preuve de concept où on a commencé à bien valider le profil de tolérance du produit et on commence à avoir des indications intéressantes d'efficacité à poursuivre à plus grande échelle avec des études complémentaires. Donc, il faut au moins une phase 1 pour une société. Voilà. Pour l'instrumentation médicale, on est même un cran plus mature puisque là, on va vraiment, en général, prendre en charge la dernière phase clinique, ce qu'on appelle la phase pivot de développement, voire même le début du lancement commercial avec un CE mark en Europe. Donc ça, c'est le premier grand principe. Deuxième principe, on est agnostique en termes de sociétés cotées et non cotées. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est avoir l'actif au bon prix, avec le bon management, qu'elle soit cotée ou non cotée. Donc ça, c'est un principe important, une flexibilité que ce fonds-là. Alors pour les sociétés non cotées, l'objectif, c'est de les coter. Je pense qu'on reviendra un petit peu lors de notre entretien sur cet aspect-là, pour les mettre en bourse à horizon 12 à 18 mois, dans les bonnes fenêtres. Et pour les sociétés cotées, comme notre focus est quand même essentiellement européen, 80% de notre capital est déployé en Europe, l'idée c'est d'identifier les sociétés cotées qui peuvent avoir un destin notamment américain. Et donc là, ce n'est pas privé, société non cotée vers côté privé tout public, c'est plutôt Europe to US et on a cette stratégie-là. Troisième principe, nous sommes un investisseur actif. D'accord. Voilà, donc nous rentrons au conseil d'administration des sociétés. Systématiquement ? La grande majorité des cas, pour vraiment accompagner, aider nos entrepreneurs à déployer la stratégie, adapter la gouvernance si c'est nécessaire. Et donc ces trois grands principes sont mis en musique par une équipe qui a été montée et qui est dédiée à cette stratégie-là, parce qu'on estimait chez Sofinnova que gérer des fonds d'amorçage ou de série A, B, ce n'était pas les mêmes qualités que gérer un fonds effectivement de capital croissance avec la stratégie que je viens de vous décrire. Et c'est souvent plus compliqué. On dit souvent que sur l'amorçage, il y a pas mal de gens et que c'est sur cette étape souvent clé où le relais vient parfois à manquer. Écoutez, c'est le constat qu'on a réalisé, puisque ce fonds-là, on l'a lancé maintenant il y a près de 3 ans, où effectivement, comme vous venez de l'indiquer, le côté amorçage série A, on a quand même fait un effort important en France, mais en Europe de façon générale depuis une dizaine d'années. À l'autre bout de la chaîne de financement, on va dire le buy-out, mais à partir du moment où vous êtes en profitabilité, vous avez de l'EBITDA, là aussi, on a quand même beaucoup d'acteurs, et en particulier en France. Mais entre les deux, c'est le fameux trou dans la raquette, la fameuse vallée de la mort, comme elle a été décrite, sur lesquelles on était dans l'incapacité de trouver des équipes, des fonds,
dédié pour faire croître et grandir ces sociétés. En bon français, c'est le fameux From Startup to Scale Up. Et nous, c'est vraiment ce besoin qu'on a identifié, donc lancé il y a à peu près 3 ans. Et aujourd'hui, ben, voilà, on est ravis d'avoir fait ce closing, comme vous l'avez indiqué, donc à 445 millions d'euros, et qui fait que Sofinnova Crossover, dans cette catégorie de fonds de capital croissance en sciences de la vie, est le fonds le plus important en Europe. Le fonds le plus important en Europe, il faut quand même le préciser. Il y a eu ce premier closing en 2018 avec ce constat à l'époque de la sous-valorisation du secteur. Est-ce qu'en 2-3 ans, justement, la donne a changé selon vous? Alors, tout à fait, je me souviens d'un rendez-vous qu'on a eu sur ce On était sur ce même plateau. Ouais. Absolument, où on était dans une période complètement différente de celle d'aujourd'hui, avec un constat de sociétés cotées, avec des manques de liquidité, manque d'appétence générale des investisseurs, manque de fonds comme celui de Sofinnova Crossover pour accompagner ces sociétés à un stade ultérieur de développement. Et il est vrai que sur ces 3 premières années, on a plutôt surexposé notre portefeuille aux sociétés cotées, puisque comme vous l'avez très justement dit, 2018-2019, on avait souvent des valorisations qui étaient des années compliquées, donc des valorisations dépréciées, donc beaucoup de travail à faire dans ces sociétés, mais c'était le pari qu'on avait pris de se dire qu'à un moment ou un autre, on allait quand même pouvoir récolter les fruits de ce travail. Qui souscrit ou voilà, quels sont ce qu'on appelle les limited partners, les LP, qui souscrit à ce genre de fonds? Et vous me voyez venir, j'imagine, est-ce qu'il y a de l'appétit aussi des investisseurs étrangers? D'accord. Alors, ne m'en voulez pas, je vous donnerai non, ce sera pas forcément nominatif. Voilà, mais en tout cas, je vais vous donner les grandes catégories. Quel type d'investisseurs? Donc déjà, lors du premier closing, on a eu 2 institutionnels français, je vais quand même les citer, la BPI et la SNP, sans lesquels ce fonds n'aurait jamais existé, qui nous ont supportés dès la première heure. Et puis là, lors de ce second closing, on a bien sûr bénéficié de l'initiative Tibi, donc ces fameux 6 milliards d'euros qui proviennent des poches d'assureurs et de mutuelles françaises. Peut-être expliquer un peu ce que c'est que l'initiative Tibi. Alors, c'est exactement, absolument, donc c'est ces 6 milliards d'euros qui sont fléchés vers le secteur de la technologie au sens large, alors pas que la biotech, provenant plutôt de poches des assureurs et des mutuelles français pour soutenir le développement et justement le développement de capital croissance de ces sociétés. Donc le constat qu'on avait fait il y a 3, 4, 5 ans, sur lequel on n'avait pas forcément une écoute et une résonance à l'époque, effectivement, vous l'avez dit, les choses changent et évoluent. Donc on a eu cette catégorie d'investisseurs mutuels, assureurs français qui nous ont supportés. C'est un petit 100 millions d'euros qui nous a été alloué et on en est ravis. Deuxième catégorie, vous avez évoqué des investisseurs internationaux. Oui, on a évidemment ouvert à des investisseurs internationaux, du Moyen-Orient notamment et asiatiques, en Chine en particulier. Alors ils sont très intéressés. Si j'en viens et je focalise sur la Chine, c'est des investisseurs qui ont eu beaucoup de difficultés sous le mandat Trump pendant 4-5 ans à investir aux États-Unis et qui ont remis le focus beaucoup plus en Europe et qui sont tout à fait ravis d'avoir des équipes dédiées qui vont aller, on va dire, screener tout le marché, en particulier européen, puisque notre focus est aventure européen, et éventuellement avoir des opportunités de co-investissement à nos côtés. Troisième catégorie sont les family office. Alors notre thématique, on va dire assez avancée, late stage comme on dit, résonne beaucoup auprès des family office. Nous, on a des horizons d'investissement de 3 à 5 fois pour des retours par rapport au coût de 3 à 5x. Donc voilà, ça c'est ce qu'on... Donc on a quand même des horizons qui sont plus rapides et plus courts de retour que par rapport au fonds d'amorçage et de série A. Et puis, on a une logique de dérisking de nos investissements. Puisqu'au stade de développement que je vous ai décrit, la maturité de nos sociétés, en général, ce sont des sociétés qui ont un minimum plusieurs indications, mais voire plusieurs produits en portefeuille, vous les connaissez parfaitement. C'est des sociétés qui ont souvent quand même des managements qui ont déjà roulé leur boss, qui ont une certaine expérience et qui vont aider à dérisquer, on va dire, l'exécution de la stratégie. Et puis, l'horizon de sortie, c'est-à-dire que si on fait correctement notre travail, si on est en mesure de délivrer ces data cliniques, on sait que en cours de route, on va avoir une sortie en bourse à un moment ou un autre, et ou une sortie industrielle, parce qu'on va effectivement attirer quand même les convoitises des grands laboratoires. Donc cette logique de dérisking a aussi pas mal résonné auprès de grands family office,
en particulier français. On a beaucoup parlé du monde d'après, le démarrage de cette crise Covid. Pour vous, clairement, ça a changé la donne sur la perception du secteur de la santé? Oui, Oui. sans aucun doute. Si on se replace au lancement de notre fonds il y a près de 3 ans, voilà. Qui avait déjà été un succès malgré tout à l'époque. Qui avait été un succès, mais sur lequel effectivement l'écoute, la résonance, la compréhension de notre stratégie il y avait moins de consensus autour de ça. Je pense que la crise du Covid a remis, on va dire, l'église au centre du village, comme on dit, sur l'importance de ce secteur-là, qui a un vrai côté impact, et on sait que dans l'investissement actuellement et tous les concepts d'ESG ou autres, c'est important d'être... Les critères environnementaux, société de gouvernance, l'investissement responsable. L'investissement responsable, la santé coche pas mal de ces cases. Naturellement, absolument. Donc ça, c'est un point important. Et puis l'innovation. Parce que on voit bien que aujourd'hui, cette crise du Covid, elle est en partie réglée, pas totalement, mais espérons en tout cas par les vaccins. Et on voit bien que c'est les sociétés de biotechnologie, que ce soit Moderna aux États-Unis ou BioNTech en Allemagne, donc en Europe, qui ont via cette nouvelle technologie, oui, et qui aujourd'hui sont les gagnants et qui ont apporté une solution à cette crise majeure. Donc ce mix, on va dire, de ce secteur de la santé et d'avoir l'importance dans l'écosystème et le monde d'aujourd'hui, plus l'innovation qu'on peut y créer, font que l'appétit pour le secteur, pour s'exposer, voire se surexposer à ce secteur-là, de la part des investisseurs, est très clair aujourd'hui. Ce n'était pas du tout le cas il y a 2-3 ans. Bon, justement, petit coup d'œil dans le rétroviseur. Quel bilan vous faites peut-être de la première promotion des sociétés dans lesquelles vous avez investi et peut-être focus particulier sur les sociétés cotées? On peut citer Gensight, Inventiva, Abivax ou encore Sensorion. Vous êtes satisfait de vos élèves? Alors en tout cas, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des sociétés, mais je vais vous évoquer comment les grands principes. Je vais parler de gestion active, de qu'est-ce qu'on essaye d'apporter au sein de ces sociétés. Gensight, c'est une société qui avait à l'époque délivré des résultats cliniques qui étaient pas faciles à dire. Pour ceux qui thérapie génique, avec un effet contralatéral qui était peu expliqué. Et donc, nous, on a investi dans cette société en essayant de clarifier un peu tous ces aspects-là. Il y a eu 3 grands chantiers. Le premier, c'est d'essayer d'expliquer sur un aspect mécanistique, biologique, ce qui se passait. Donc, on a fait une étude sur le singe pour histoire comprendre. Naturelle aussi, voilà. la maladie. Deuxième point, histoire naturelle, pour se comparer par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie, montrer que ce n'est pas un effet placebo. Et le troisième point, faire des publications scientifiques, parce qu'à un moment, c'est bien le savoir-faire, mais le faire savoir, il faut publier dans des peer review journal, comme on dit, et ça apporte beaucoup de crédibilité aux résultats. Voilà ce qu'on a fait. Donc maintenant, on est en cours d'enregistrement en Europe. On va avoir des nouvelles données cliniques pour l'étude pivot aux États-Unis qui vont arriver dans quelques mois. Et donc, on a quand même fait un bon parcours. Chez Inventiva, donc là, le gros du travail était d'internationaliser cette société. Société basée à Dijon, c'est pas forcément connu pour un grand hub de la biotech. On a du bon vin, on a de la moutarde, mais c'est pas forcément là. Les biotech, en tout cas, c'est pas là où on les voit forcément. Voilà. Ouais. Et donc, il a fallu, alors, très belle équipe de management, conduite par Frédéric, mais qui avait besoin d'être internationalisée. On a notamment, sur cette étude de phase 2B, ouvert des centres aux États-Unis, qui n'était pas le programme à la base, monté une équipe aussi là-bas, et ça nous a permis une cotation en bourse sur la base des données cliniques en juillet dernier. Rencontré un beau et sur lequel on a levé plus de 100 millions de dollars. Donc, un bon travail. Sur Abivax, là, on a investi sur des résultats de phase 2A. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais sur notre stratégie, à 6-9 mois, dans la rectocolite hémorragique. Et donc là, l'idée a été de faire maturer les datas. Donc aujourd'hui, on a des datas à 2 ans qui sont très bonnes, et préparer la suite. Et donc la suite, c'était une phase 2B après la 2A. Et là, on va voir là aussi les résultats dans quelques mois, avec une exécution qui a fait qu'on n'a pas pris de retard, malgré les problèmes de recrutement qu'ont connu certaines sociétés. Enfin, Sensorion. Il y a eu des déceptions sur le Covid, on en parlait. Alors, il y a eu des déceptions. Voilà. C'était une opportunité. On a testé. Alors, le point, si vous voulez qu'on en parle très rapidement, c'est que c'est une bonne nouvelle pour les patients, mais en termes d'événements, c'est-à-dire des problèmes, des besoins d'oxygénation ou des décès, malheureusement, en termes d'événements, il y en a beaucoup moins que prévu, puisqu'on s'adressait à des patients graves.
On avait mis globalement 30% d'événements dans notre étude en termes statistiques et on a eu moins de 10. Donc il aurait fallu recruter des milliers de patients. Ça aurait été trop lourd, trop compliqué. Absolument. Voilà, dernière société, c'est Sensorion. Là, on réécrit une histoire. Aussi thérapie génique maintenant. Enfin, Oui, c'était pas le cas forcément au début. On réécrit une histoire, une société qui était sur la petite molécule pour les maladies de l'oreille interne, et on a investi sur une thématique et une thèse d'investissement autour de la thérapie génique, avec un accord très stratégique avec l'Institut Pasteur. Oui. Et donc là, on part et on écrit une nouvelle histoire, et on a encore signé une 3e licence qui a été annoncée au marché très récemment avec l'Institut Pasteur. Bon, voilà pour cette première promotion. Il faut aussi parler justement de la bourse. Bah oui, on est sur Boursorama. Ouais. Qu'est-ce qui se passe justement sur les participations non cotées? Comment vous envisagez maintenant l'avenir, boursier ou pas, d'une société? Et puis, est-ce que cet avenir, il se passe en France, en Europe? Est-ce qu'il se passe plus volontiers au Nasdaq? Comment vous l'appréhendez? C'est une excellente question. Comme je le disais, on travaille à la fois et on applique la même stratégie sur les sociétés cotées et non cotées. Alors pour nos sociétés non cotées, il est clair que, comme je vous l'ai dit, il y a forcément à 12-18 mois une opportunité, en tout cas identifiée, de cotation en bourse. Donc, le marché européen, Euronext, est forcément une alternative et une option qui est tout à fait envisagée, en haut de la pile. On a été un peu surpris de voir que l'année dernière, il y a eu très très peu d'activité, malgré beaucoup de performances, malgré beaucoup de levées de fonds. Le début d'année, on a vu quelques opérations, mais avouons-le, sur des levées limitées. Très limitées, moins de 10 millions d'euros. Donc on aimerait quand même pouvoir avoir des opérations un peu plus larges, plus d'envergure, et qu'on ne revienne pas à des métriques qui étaient celles d'il y a encore 3-4 ans. C'est un petit peu dommage, et j'entends en tout cas que le pipeline d'IPO est en train de venir, et espérons avec des opérations plus significatives. En tout cas, c'est une option, on y travaille. Ça prend du temps, mais tous les efforts et tout le travail qu'on a fait depuis 2-3 ans, moi je suis assez optimiste pour vous dire qu'on aura des belles sociétés qui vont se présenter sur les marchés dans les 24 prochains mois. Donc il faut être encore un petit peu patient. Oui. Donc ça, c'est évidemment pour l'Europe. Les États-Unis, j'en ai parlé tout à l'heure, ça reste également une option qu'on regarde. Mais attention, tout le monde n'est pas candidat à une cotation aux États-Unis. Il faut une certaine taille critique, organisation. Ça coûte cher. Hein. Les assurances aux États-Unis ont explosé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un coût global important. Pas se couper, quoi, hein. Et donc, il faut pas. Et on est entre guillemets dans la cour des grands. Et donc, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'il faut le faire au moment où la société et son equity story est prête pour le Nasdaq. Donc, c'est évidemment une option qu'on regarde également. Cédric, vous l'avez entendu comme moi, le French bashing ambiant, on ne sait plus innover en France, Sanofi n'a pas su faire de vaccin, et puis à côté, on en parlait dans le point d'actu avec Sacha Pouget, les États-Unis qui caracolent en tête la vitalité incroyable de l'écosystème biotech américain, tant dans le côté que dans le non-côté. On est vraiment à la ramasse en Europe où on se fait un petit peu du mal pour rien. Bon, on ne va pas s'auto-flageller. Je pense que le Covid a montré une fois de plus, et c'est notre conviction en tout cas chez Sofinnova, qu'en termes de science, on n'a pas à rougir de nos pairs américains. Nous avons de la science, on évoquait BioNTech, qui est une technologie allemande, européenne. Donc en Europe, et on a aussi des sociétés françaises, on a de la science, on a des bons chercheurs, on a également des bons managers. Le constat qu'on a fait, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, et d'où notre fonds, c'est qu'en termes de capital dirigé vers ces sociétés, pour les faire croître, en termes d'équipes spécialisées, là, honnêtement, on est très loin des États-Unis. Donc, c'est notre petite contribution à l'écosystème européen. Mais on pense que petit à petit, et d'ailleurs, on voit des initiatives. On est ravis de voir des nouvelles équipes et des initiatives qui se montent. On en a besoin, c'est formidable. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'il y a un gros travail, effectivement, de rattrapage sur cet aspect-là. Donc, globalement, la science, on y est. Capital, équipe dédiée pour faire grandir nos sociétés. On pense que là, la route est encore longue. Et puis, on a des bons managers. N'oublions pas que chez Moderna, c'est un Français, Stéphane Bancel, qui a été CEO de bioMérieux, qui est né à Marseille. Et donc, on peut voir qu'on a parlé aussi tout à l'heure, mais on a des sociétés même au niveau pharmaceutique. Vous avez évoqué Sanofi, mais AstraZeneca, qui est managé aussi par un Français, donc qui est quand même le 3e vaccin qui a été opéré. Donc, on n'est pas totalement à la ramasse. Il y a mieux à faire. Il y a cette fameuse BARDA européenne qui est à l'agenda.
on peut beaucoup mieux faire, mais on pense qu'en tout cas, il y a les moyens de rattraper en partie notre retard sur les États-Unis. Bon, il y a du boulot, mais rien n'est perdu. C'est la conclusion que je vais retenir de cet entretien. Merci beaucoup, Cédric Moreau, partenaire chez Sofinova Partners, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Le journal des biotech, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.